C'est l'heure du sonneur. Et très heureuse de retrouver mes chroniqueurs préférés. Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes en studio en plus, là c'est vraiment génial, merci beaucoup d'être là avec nous. Ancien policier, auteur de L'ennemi de l'intérieur, Dérive et dysfonctionnement de la police nationale, édition Talma, et évidemment on connaît celui-ci, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma également. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence, salut Alexandre. Salut Régis. Et oui, alors pour donner un peu les détails à tout le monde ici, d'habitude ils ont l'habitude de parler entre eux au moins pendant 10 minutes avant que l'émission commence, pendant qu'ils sont dans la salle d'attente comme on dit du Zoom. Et donc cette fois-ci, Régis, vous êtes resté tout seul, tout sage comme ça derrière votre petit Zoom. Oui. Je suis dans le Mistral, hein, donc il fait froid, je suis malheureux, mais et voilà. vous me laissez Mais là. on va vous réchauffer, Voilà. maintenant. Oh là oui, oh oui, oh oui. Et puis il y a de quoi faire en plus aujourd'hui. Donc je rappelle que vous êtes avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Et évidemment, pour commencer justement à chauffer la salle, on revient sur ce qui s'est passé hier. Je vous propose d'écouter Yael Bonne-Privé. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Donc vous l'avez compris, le gouvernement de Michel Barnier est tombé. Les députés de gauche et du RN ont conjointement adopté cette motion de censure du nouveau Front populaire. Le deuxième, c'est quand même la deuxième fois seulement de l'histoire de la Ve République et ça ouvre évidemment le front à des incertitudes politiques et financières. Michel Barnier, lui, présentera aujourd'hui à 10h sa démission. Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 20h ce soir. Ce sera suivi d'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite, d'une émission spéciale sur Toxin demain. Alors, quelle réaction d'abord à ce vote historique, Régis de Castelnau, pour commencer? Écoutez, moi je me rappelle du précédent, j'avais 12 ans. Hein, alors, pour tout vous dire, je n'osais pas vous poser la question, parce que je ne connais pas votre âge. Je me rappelle, parce que c'était une période, c'était la fin de la guerre d'Algérie, mon père était à ce moment-là en Algérie en poste, il était militaire de carrière. Donc, je garde un souvenir de ça, et puis surtout du raz-de-marée gaulliste qui avait suivi les élections législatives que le général de Gaulle avait déclenchées à la suite de cette motion de censure. Alors, simplement, j'ai été un peu surpris par l'ampleur du score, c'est-à-dire 331 au lieu de 288 pour qu'elle soit adoptée. Et ensuite, par les réactions autour, c'est-à-dire qu'on a les gens qui nous ont emmenés dans cette situation, qui viennent dire, ça y est, irresponsable, vous nous emmenez dans le chaos, vous êtes stupides, enfin, c'est insensé, quoi. On a Monsieur Philippe, je prends l'exemple parce que je l'ai vu ce matin, en ouvrant Twitter, premier tweet sur lequel je tombe, c'est Alexandre Langlois qui intervient, et donc... ça m'a préparé. Donc, non, mais qui sont ces gens au bout d'un moment? On était depuis le mois de juin, depuis la dissolution, on était dans le simulacre, avec un résultat et un pays ingouvernable à cause des foucades et de la façon dont le président de la République, qui a été installé par l'oligarchie en 2017, une de ces foucades dont il, parsème la vie politique de ce pays. Je regardais hier, alors là j'exprime un peu une forme de colère, je regardais, il est en Arabie Saoudite, il s'est fait accompagner par Jacques Lang, enturbané de rose. De rose, oui. Très drôle en disant on a trouvé une momie de 4300 ans en Arabie Saoudite, oui, c'est exact. Et là, je ne sais pas ce qu'il va nous sortir ce soir. La seule solution politique d'un pays en décomposition, c'est qu'il s'en aille. C'est tout.
et qu'on demande son avis à l'arbitre, c'est-à-dire le Le peuple. peuple. Ouais, Il ça, va pouvoir se prononcer. Et à ce moment-là, alors, ça ne veut pas dire que toutes les difficultés vont disparaître. Au moins, on aura une vraie clarification politique que la pantalonnade des élections législatives n'a pas donné. À cause de quoi? À cause du fameux Front républicain. Au lieu de se poser les vraies questions, qu'est-ce qu'on a dit? On va faire une alliance Macron, LFI, parce que c'est une alliance Macron-LFI, je suis désolé. On a réélu Elisabeth Borne, on a réélu Darmanin, on a réélu François Hollande, c'est effarant. Donc, non, il faut absolument purger. Je ne sais oui. pas, il y a ceux qui ont compris ça, il me semble que ce sont les Coréens. Ils ont un président qui a fait n'importe quoi, et ben ils ont entamé une procédure de destitution je veux dire, il faudrait qu'on fasse la même chose et qu'elle soit sérieuse. Ou bien que Emmanuel Macron accède enfin à une forme de rationalité et applique la Constitution, au moins dans son esprit, démissionne. Oui, alors vous avez abordé beaucoup de sujets, je pense qu'on va reprendre pas mal avec Alexandre et puis surtout on a le temps tous ensemble de discuter de tout ça. D'abord sur cette côté, c'est le chaos, c'est de votre faute, la mélanchonisation du RN, le RN LFI c'est la même chose avec ou sans cravate, enfin on a tout entendu. Déjà Alexandre Langlois, je vais vous faire réagir là-dessus. Deuxième chose, j'ai tout de suite les 2 points. Il y a une question qui se pose, c'est que là, on a senti quand même une très forte pression, vous l'avez dit, des plateaux télé, en gros, que ce soit les politiques ou que ce soit les journalistes qui ont beaucoup participé à ça, à dire, voilà, il faut surtout pas voter cette motion de censure, ce serait nous engouffrer dans le chaos, donc ce n'est pas c'est faire preuve d'irresponsabilité. Alors, imaginez, on a un nouveau Premier ministre qui va être choisi par Emmanuel Macron, un Rotaillot, ce que vous voulez, avec un nouveau budget qui sera à peu près à la même sauce. Sachant qu'on s'approche de la fin décembre, donc de la date butoir, si de nouveau on a cette pression des plateaux télé, en gros, je ne sais pas si cette fois-ci, LFI, tout comme le Rassemblement national et comme tous ceux qui ont voté, tiendront la barre de voter une motion de censure. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si on nous refait le coup une deuxième fois et qu'on est très proche de fin décembre, il est possible que ça ne marche pas 2 fois et que finalement, Emmanuel Macron gagne cette partie-là à la pression du budget, à la pression du chaos, puisqu'en plus, il est suivi par tous les plateaux télé, on l'a dit. Mais commençons par le premier sujet. Alexandre Langlois, sur ce chaos annoncé par tous les journalistes. Alors déjà, c'était Emmanuel Macron qui avait dit « c'est moi ou le chaos Ouais. ». Bon, du coup, on a Emmanuel Macron et le chaos, mais qui lui-même a provoqué. Donc, une fois de plus, il n'a même pas tenu les premières promesses qu'il a données. Ensuite, effectivement, on a... là, c'est amusant. On les voit tous courir comme des canards sans tête et on ne sait pas trop où ils vont. Ouais. Mais au final, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour répondre à la dernière question que tu as posée, Clémence, c'est de se dire qu'est-ce que Macron va gagner à la pression. Nos députés ont eu du courage. Beaucoup de courage cette fois-ci parce qu'ils ne peuvent pas être dissous. Donc du coup, ils ont du courage et tant qu'ils ne peuvent pas être dissous pendant 1 an, ils vont avoir du courage ils vont avoir du courage pendant 1 an parce que du coup, quelle que soit la situation du pays, eux, ils ont leur poste assuré pendant 1 an. Oui. Donc eux, ils peuvent leur courage est revenu à ce moment-là. Il y a plein de moments où ils auraient pu voter des motions de censure, une destitution, tout ce qu'ils voulaient, mais ils risquaient leur poste. Là, tranquille. Donc je pense que le courage, terrible, ils vont avoir leur courage pendant longtemps. La deuxième chose, c'est qu'on nous a fait peur effectivement sur tous les plateaux de télé. Attention, au nom de la stabilité, il faut voter. Donc, petit humour, Star Wars. Hein, moi, j'aime beaucoup Star Wars, Palpatine, qui déclare au nom de la stabilité, on va transformer la République en empire galactique. Voilà. Fondé sur l'ordre et la sécurité. Donc, on est un peu dans le discours d'Emmanuel Macron. Et l'autre chose derrière, c'est que la stabilité est très bien. Je rappelle que ces braves gens représentent 16% de la population. Macron a été élu avec moins de 20% des voix. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils viennent donner des leçons de démocratie? C'est que pour une fois, effectivement, nos représentants ont représenté les Français en disant ce qu'ils avaient voté au mois de juin dernier une nouvelle fois. On ne veut pas de la Macronie au pouvoir et de ses alliés. Donc, mettez-les-nous dehors. Ensuite, les autres choses qui peuvent être amusantes et que personne n'a soulevées, c'est que Michel Barnier va présenter sa démission. Oui. Mais Emmanuel Macron est un monsieur rigolo. Oui, il peut la refuser. Oui. Il peut même la refuser. Oui. Il n'est pas obligé de l'accepter, ce qu'il nous avait fait avec le gouvernement Attal. Tout à fait, c'est vrai. Ah ben, dans la Constitution, il y a juste marqué qu'il présente sa démission. Article 50. Oui, mais
le président, il n'a pas à l'accepter ou ne pas l'accepter. La France n'a plus de gouvernement depuis hier soir. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut reprendre, on avait par exemple à l'époque Mitterrand qui avait interprété la Constitution, il y avait marqué « il signe les lois ». Et puis il a dit je la signe pas. Qu'est-ce qu'on fait La loi n'est pas appliquée. Donc, et comme Macron est un adepte de l'appliquer, c'est une possibilité. Après, vu qu'il tord les lois, les règlements et tout ce qu'il peut à son profit personnel, voilà. Bon, après, il peut renommer Barnier également. Il peut faire plein de choses amusantes. Là, j'y crois pas parce qu'il dit avoir déjà cherché de nouvelles têtes et évidemment, on laisse comme d'habitude passer des noms comme ça, s'ébruiter des noms pour pouvoir voir un peu les réactions de la population. Donc, on a le nom de Sébastien Lecornu, on a le nom de François Bayrou, qu'on récupère à chaque fois dans ce genre de cas-là, Bruno Retailleau. Mais surtout, Sébastien Lecornu qui serait peut-être le plus senti, on va y revenir après. Après, c'est toujours des courtisans qu'on est en train de placer au final, des gens compétents qui peuvent redresser le pays, il n'y en a pas. Et puis des gens surtout qui représenteraient la majorité des Français, il n'y en a pas non plus. Parce que dans tous les gens qui sont cités, c'est toujours la minorité au pouvoir qui essaye d'imposer sa vision à la majorité. Donc ça ne change pas grand-chose. On dit de Lecornu, comme il est un ancien des Républicains, il entretiendrait des bonnes relations avec le groupe de la droite et pourrait ne pas se voir... parce que c'est toujours... en fait, l'arbitre, ça reste toujours le Rassemblement national. Donc ne pas se voir rejeté directement par le RN. Du coup, de toute façon, après, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va, au final, derrière, on s'amuse bien, on rigole un peu, ça fait du bien une petite soupape où il se prend une claque. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Quel que soit l'acteur qu'on va mettre, parce que là, on va changer l'acteur, on va avoir un nouvel acteur, comme à la Starac, on vote pour celui qu'on préfère. Mais au final, derrière, la politique ne va pas changer. Parce que qu'on ait même un Premier ministre LFI ou un Premier ministre RN, tant qu'on est sous la tutelle de Mme van der Leyen et de l'Union européenne, ça ne va rien changer. Et les exemples précédents, la Grèce de M. Tsipras, plutôt mouvance LFI, ils se sont inclinés devant la Commission européenne. Madame Meloni, aujourd'hui, fait exactement ce que dit la Commission européenne. Donc, tant qu'on n'a pas enlevé ça, on change les acteurs avec un petit jeu différent. Voilà. Donc, en fait, ils sont en train de nous faire un grand déballage. Mais au fond, tant qu'on n'aura pas résolu le problème fondamental de la souveraineté de la France, on pourra discuter pendant des heures. On a pu voir le débat, petite déviation, sur le débat sur le traité agricole. Mercosur. Mercosur, merci. Du coup, ils sont tous en train d'en débattre au niveau français. Mais au final, ça se joue au niveau européen. D'ailleurs, Lula nous l'a rappelé. Donc, voilà, donc pour le coup, le président Lula. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc en fait, on est en train d'amuser la galerie, donc ça fait plaisir, ça fait une petite soupape, mais derrière, qu'est-ce qui va changer ? J'ai l'impression pas grand-chose. Si, on va encore avoir une guerre des places, tout le monde est disponible. Ségolène Royal est prêt à reprendre le flambeau, Lucie Castet, Jordan Bardella, tout le monde veut y aller. Oui. Oui, Ségolène Royal est ressortie de nulle part, comme toujours, était de bien son sur ambassade d'épaule. Voilà, c'est ça. Alors, il était bien de rester avec les pingouins. Donc, au final, voilà. Donc, Emmanuel Macron va reprendre la parole. Notre dictateur bien-aimé va pouvoir parler. Et au final, je veux dire, il y en a beaucoup qui disent qu'il a redonné la parole aux Français au mois de juin dernier et au mois de juillet, du coup. Non, il a redonné la parole. Il a dit, votez. Si c'est pas pour moi, je ferai comme je veux, comme d'habitude. Donc, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à attendre. Lui, il est content, il peut se faire mousser. En plus, il va revenir bronzé, il sera tout beau. Ah oui, là, oui. Voilà, dans un pays, en fait, il nous a dit d'ailleurs, nous, on lutte contre les régimes autoritaires et totalitaires. Arabie Saoudite, 300 exécutions l'année dernière. Tout va bien, l'argent n'a pas d'odeur. Certes. Alors, Régis, moi, j'ai un candidat pour le poste de Premier ministre. Très bien. Désolé. Oui, je pense que M. Kasbarian, qui, en pleine crise politique, mais et dans un pays en décomposition, nous a fait son coming out en vidéo. Mais ces gens-là, ils se rendent compte de rien. Enfin, c'est hallucinant. Il nous a fait une Lucie Castet. Bon, Lucie Castet, c'était aussi lamentable sur le fond, mais c'était un peu plus discret. Oui. Là, il va sur Paris Match, il se répand sur des canapés avec son chat et tout. On est au bord d'une catastrophe politique dans ce pays. On est un pays en décomposition. Petit détail, j'ai vu passer vous savez, les évaluations du système d'éducation mathématiques en 4e. On est les derniers de l'Union européenne, on était les premiers il y a 20 ans. C'est ça, ce pays. Et M. Kasbarian, il se roule sur des canapés pour nous dire, regardez, et il met en place son totem d'immunité. Exactement. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Qui sont ces gens, quoi ? Je précise, pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça et pas vu les vidéos, que nous allons voir ce qui se passe avec notre ministre Kasbarian dans la chronique des Tintins tout à l'heure. Vous pourrez voir évidemment sa vidéo de coming out. Donc voilà, ok, vous
proposer votre Premier ministre. Non mais sérieusement, justement dans ce côté, parce qu'Alexandre Langlois a l'air de dire de toute façon, nous ça nous fait un peu du bien de sentir que les choses sont renversées, etc. Et qu'on va peut-être pouvoir avoir un peu plus de liberté ou pas. Mais d'après ce que je comprends, Alexandre Langlois nous explique que finalement il va revenir à un système macroniste où de toute façon la colère populaire sera gommée et on continuera comme avant. Est-ce que vous ne pensez pas, vous Régis, que là il va proposer un nouveau Premier ministre, ça va peut-être passer, qui va peut-être proposer un budget qui peut-être va passer ric-rac, mais de toute façon qui sera peut-être renversé plus tard. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'on a l'impression que le temps s'accélère et que là, les ministres durent de moins en moins longtemps et que finalement, on va arriver dans cette accélération du temps à des ministres qui ne pourront rester en poste plus que quelques jours avant d'être renversés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, dans une ère de révolte. Une situation assez complexe tactiquement, parce que chacun poursuit sa stratégie et ses tactiques. Marine Le Pen a un problème. Eh oui. La magistrature veut sa peau. C'est clair, moi je les connais bien et je sais très bien ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire de la déclarer inéligible. Bon, c'est sûr qu'au sein de son propre parti, ça complique les choses. Je crois que Philippot, qui connaît bien la boutique, est venu vous en dire un mot. Oui. Il y a le Mélenchon qui a sa propre stratégie et peut-être, j'en sais rien, je sonde les reins et les cœurs, peut-être qu'il a envie d'une présidentielle anticipée, c'est-à-dire que on a peut-être les deux partis qui sont là, qui sont très importants, mais qui n'ont pas la majorité à eux tout seuls, s'ils s'additionnent, qui souhaitent aller à l'affrontement avec Macron et probablement une présidentielle anticipée. Il y a le bloc central. Le bloc central, moi je pense que si les socialistes et les Verts ont voté massivement pour qu'on ait une majorité de plus de 40 et quelques voix, à la plus que, enfin peu importe, 45 je crois. Je pense que ces gens-là, les Verts, les socialistes, ont voté massivement parce qu'ils veulent qu'on rebatte les cartes. Pour essayer de refaire un bloc central, ils ont Ce que souhaite Gabriel Attal, qui représentait 6% des voix, Monsieur Barnier. Là, ils ont envie d'y aller, les socialistes. Ils ont très envie, comme d'habitude, pour trahir, puisque c'est dans leur gène. Et donc, je pense que tactiquement, on va probablement vers une tentative de mise en place de quelque chose qui serait bloc central, mais penchant vers la gauche. C'est possible. Mais il y a que les deux extrêmes, entre guillemets, moi je n'appelle pas ça des extrêmes, mais c'est comme ça, qui sont désireux de l'affrontement présidentiel, qui sur le plan démocratique serait la solution. Non pas parce qu'on aurait un candidat qui serait élu, que ci, que là, non, parce que ça purgerait la crise ouverte par Emmanuel Macron et ça nous en débarrasserait. Après, celui qui serait élu à ce moment-là, il aurait une légitimité démocratique dans le système de la 5e qui serait tout à fait indiscutable. Après, on verrait ce qu'il ferait. Mais donc voilà, c'est une situation, et je crois qu'Alexandre a raison, les manipulations, et je pense en particulier autour du Parti socialiste, qui a quand même installé Emmanuel Macron au pouvoir. C'était le candidat socialiste en 2017, voyons. Oui, c'est vrai. C'est donc là, je pense que la prochaine trahison, c'est eux. Alors, en parlant de ça, donc Gabriel Attal, après Alexandre, moi je vous donne la parole, proposons que c'est un accord de non-censure des LR au PS pour réussir justement à trouver un chef de gouvernement qui passe sa majorité absolue. Donc, il juge qu'il faut passer à une autre étape, celle d'un accord de non-censure à LRPS, soit du groupe de Laurent Wauquiez à celui de Boris Vallaud, mais sans les groupes parlementaires de la France Insoumise et du Rassemblement National, avec l'espoir de décrocher donc les fameux députés socialistes du nouveau Front Populaire et de les voir quitter leur alliance avec Jean-Luc Mélenchon. On voit cette petite musique monter et être développée en effet en ce moment depuis quelques heures, Alexandre Langlois. Gabriel Attal, effectivement, il
n'a pas envie de traverser la rue pour trouver du boulot. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Donc forcément, à part piston Puis et il n'a ça... pas traversé beaucoup de rues. Il n'a pas traversé beaucoup de rues et toujours dans les mêmes quartiers. Donc c'est pas très compliqué. Donc on comprend que tous ces gens-là ne veulent que s'accrocher à leurs privilèges par tout moyen, quitte à faire tout et n'importe quoi. L'autre chose de laquelle on n'a pas parlé également, c'est le budget. Il y avait aussi la petite pression de la Commission européenne derrière, qui est prêt à nous mettre sous tutelle, etc. Et peut-être que c'est aussi dans les cartes de Macron, qui est très européiste et qui est prêt à se dire on sera dirigé par mes amis von der Leyen et tout cela au niveau européen et on sera tranquille comme ça. C'est l'autre solution. Et la dernière solution aussi, donc qui est aussi possible, parce que Emmanuel Macron a peut-être vu que l'échec en Corée du président coréen n'a pas marché, Corée du Sud pour le coup, mais il a toujours, il y avait quelques mois, il y avait des gens dans la presse qui avaient fait fuiter, et si Emmanuel Macron, pour rétablir l'ordre et la stabilité, utilisait l'article 16. Voilà, donc à partir de là, heureusement nos amis coréens du Sud ont montré que c'était pas forcément l'idée à avoir, mais Emmanuel Macron n'est pas forcément ouvert à pas avoir, si c'est son idée, veut toujours la mettre en place. Et dernier petit point quand même, c'est qu'on nous a dit que c'était crise budgétaire, qu'il fallait se serrer la ceinture, qu'on allait fermer des fonctions des hôpitaux, des éducation nationale. Par contre, je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, ils ont commandé des grenades lacrymogènes, ils ont des nouveaux blindés pour le maintien de l'ordre, donc ils sont prêts à réprimer tout mouvement social de contestation. Ça, là, on a des moyens pour ça. Donc, et on a encore envoyé de l'argent en Ukraine. Voilà, donc il y a des budgets qui ont été quand même préservés et sanctuarisés par ce gouvernement, c'est ceux de la répression contre le peuple français. Donc je veux dire que dans cette situation de crise, c'est plutôt inquiétant. Voilà. Oui. En parlant d'Emmanuel Macron, qui n'en fait qu'à sa tête, entre guillemets, je rappelle aussi qu'il a pris la parole de mardi dernier depuis l'Arabie Saoudite pour rappeler qu'il occupera ses fonctions de président jusqu'à la dernière seconde. Et il rappelle encore à tous qu'il a bien été élu, lui, à 2 reprises par le peuple français. Donc il a toute légitimité politique, Régis de Castelnau. Oui, de toute façon... Je veux dire, on sait qu'on a affaire à un narcisse, psychopathe, et puis qui agit, hélas, non pas à partir d'une compétence politique propre, comme disait Richelieu, la politique c'est de rendre possible ce qui est nécessaire, c'est pas ça. Lui, c'est se mettre en scène. On le sait. Alors heureusement, il y a Colère qui est là, et encore. Alexandre a dit quelque chose de juste tout à l'heure quand il a dit, attendez, c'est beaucoup plus facile de voter la censure s'il n'y a pas l'arme de la dissolution derrière. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce qu'on garde son poste. On l'a bien vu avec ces parlementaires qui consomment de la drogue. Personne n'a envisagé de démissionner. Ils sont accrochés comme Bernic à leur rocher, à leur siège. Le problème, c'est que le délai d'1 an, il va courir. Et donc, c'est pas si loin. Mais oui. C'est pas si loin. Là, on est début décembre, il va y avoir les fêtes, etc. Admettons qu'il y a un nouveau Premier ministre qui se présente devant l'Assemblée. Ça fera un petit peu probablement comme Barnier, 2 mois. Après, voter des censures à partir de mars-avril, c'est déjà un peu plus dangereux. Parce que, alors simplement, ce qui purgerait, je pense, au plan entre guillemets démocratique, parce que ça fait longtemps que ce système ne l'est plus, mais c'est la présidentielle, c'est ce que voulait De Gaulle, c'est cette légitimité forte, cette légitimité ne serait pas rétablie par un scrutin parlementaire, parce que je vois mal que le Rassemblement national s'effondre, et il se retrouverait probablement à ses étiages entre 30 et 35%, et je doute que le Front républicain des castors fonctionne à ce moment-là. Et donc, on pourrait avoir une situation où on aurait un Rassemblement national fort. C'était ce que les sondeurs avaient prévu s'il n'y avait pas eu l'effet Castor, c'est-à-dire qu'ils aient à peu près 250 députés. On pourrait se retrouver avec une situation comme celle-là. C'est pas sûr que ça crée une grande stabilité. La vraie tentative, parce que je ne sais pas si ça marcherait, la vraie tentative, ce sont de nouvelles présidentielles. Oui, mais ça va-t-il la déclencher? Et moi, une question que je me posais aussi, est-ce que finalement tout ça n'aurait pas été calculé par Emmanuel Macron? Enfin, je ne sais pas, la dissolution, on se demande toujours s'il l'avait calculé ou si ça lui tombait un peu comme ça. Et finalement, après coup, on s'est dit, il est quand même maître du jeu puisque l'Assemblée était plus divisée que jamais. Est-ce que là, pareil, on peut se dire, est-ce qu'il a choisi un Premier ministre éjectable en se disant, mais finalement, la pression est encore plus forte aujourd'hui, la pression au chaos, le chaos est encore plus forte, comme on peut l'entendre sur les plateaux télé. La pression au budget qui doit être voté avant décembre sera encore plus forte dans les prochaines journées. Et finalement,
sera obligé tous de valider quelque chose qui correspond encore moins à ce qui devait être voté la fois d'avant, non ? Vous ne pensez pas que c'est probable, ça, Régis ? Non. Non. Je pense que cet homme n'a pas ces capacités politiques. La politique, c'est un talent, ce sont des dons, c'est du charisme, c'est une capacité de créer un rapport avec les gens. Cet homme, vous avez vu dans le monde, je suppose, l'anecdote des chaises du Conseil des ministres qu'il a fait gaufrer avec les armes de la République, et tout le monde avait quelque chose de ton sur le siège, et lui avait le logo RF en lettres d'or. Oui. C'est-à-dire que... et Madame, et je crois que c'est vrai, Madame Macron qui vient nous dire les Français ne méritent pas Macron, oui. mon mari. Ils sont, c'est lunaire. Lui, ce qui l'intéresse, franchement, ce qui l'intéresse, c'est la mise en scène, c'est d'être là, c'est d'être là. En situation de parader, de faire croire qu'il maîtrise, alors qu'il ne maîtrise rien. Attendez, le bilan de ces 7 ans, c'est une pure et simple catastrophe. On a un pays qui se décompose. Il faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Par rapport aux autres pays de l'Union européenne qui sont en crise, l'Allemagne ne va pas bien, les autres, l'Italie, ils s'en tirent à peu près, mais nous, c'est catastrophique. Citez-moi un domaine dans lequel on se porte bien. Il n'y en a pas un seul, on se décompose. On ne s'effondre pas, on se décompose. C'est le bilan de Macron. Donc, quelles sont les initiatives la dont tech, on peut non, considérer... on se porte pas bien Pardon dans la tech. La tech, non, est-ce qu'on se porte pas bien dans la tech ? J'essaye de trouver quelque chose. J'essaye de vous aider. Hein. De l'émotion, hein, c'est ça, oui. On est fort en escroquerie politique et on est fort en cabinet de conseil. Voilà, ça. McKinsey se porte très bien. Des vrais réseaux qui marchent. Oui. Sinon, Emmanuel Macron avait dit si je ne suis pas légitime, je ne vois pas si je resterai, je démissionnerai. Il avait dit ça à peu près en 2018 de mémoire. Mais il a oublié. Ça, c'était le Macron d'avant. Ensuite, il se fanfaronne à dire qu'il a été élu légitimement 2 fois de suite. Oui, non, il a été élu légalement. Légitimement, quand on représente 20% de l'électorat, c'est toujours pareil. Ce petit truc qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque, qui a dit qu'est-ce qui est préférable, un président français élu légalement à 20% des voix, c'est-à-dire qu'il y a 80% des gens qui n'en veulent pas, ou un président russe qui est élu à plus de 80% des voix, en modifiant et en bourrant tous les urnes. 60%. Voilà, mais du coup, qu'est-ce qui est le mieux ? Je pense que les deux, c'est d'un côté, au moins l'hypocrisie est assumée. De l'autre côté, on nous dit non, on va juste, il n'y a pas d'hypocrisie, c'est en France, on va vous taper dessus avec 20% des voix. Et maintenant, encore un petit peu moins. Donc, il y a ce côté-là. Donc, effectivement, Emmanuel Macron se met en scène. Donc, je n'avais pas les coups des chaises au Conseil des ministres, mais je me souvenais d'une autre chaise avant. C'est quand il y avait Benjamin Griveaux. Il devait signer, comme Benjamin Griveaux était plus grand que lui, il avait scié les chaises de sa... Non, mais vrai. Et il y a la photo. Non, c'est vrai, parce que du coup, sur la photo, il est plus petit. On les voit assis, du coup, il est plus grand. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a un problème aussi d'ego. Et comme des fois, il choisit des gens plus grands, il doit scier les chaises pour qu'ils soient plus petits. Donc, c'est pareil. C'est un sketch. Ce monsieur aime beaucoup se mettre en scène. Donc, voilà, j'attends qu'il nous insulte d'un pays étranger. Parce que d'habitude, quand on insulte les Français, c'est toujours de l'étranger. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à espérer d'Emmanuel Macron. Il est revenu d'Arabie Saoudite. Donc, la seule chose qu'il y a à espérer, c'est que les Français se souviennent de son souhait et qu'ils viennent me chercher. Voilà. Je rappelle qu'il l'avait dit caché derrière tout le monde, mais je crois qu'il faut exaucer son souhait à un moment, parce que nos représentants, il y a un moment, ils vont plus avoir de courage quand ils vont risquer leur siège, comme l'a dit Régis. Donc, à partir de là, il faut qu'on reprenne notre destin en main, en fait. Nos représentants ne nous représentent plus vraiment. Là, il y a eu un sursaut, très bien. Avec une petite chose aussi que je voudrais remettre aussi d'équerre, c'est que nos amis du Bloc central disent « Attention, vous avez vu, LFI, RN, c'est pareil. » Non, c'est pas pareil du tout. Avec ou sans cravate, disent-ils. Voilà, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et pour une fois, je trouve qu'ils ont joué tous intelligemment. Ils ont voté une motion de censure. Ils ont commencé par où ils étaient d'accord. C'était de virer le gouvernement, parfait. Et après, il y aura le débat qui va rester. Quand on regarde ce qu'ils sont en train de proposer, ils sont absolument pas d'accord. Oui. Donc je veux dire, ne pas rentrer... tous intelligemment. LFI s'est bien bouché le nez en disant nous, on n'ira jamais voter la motion de censure du RN. Donc on peut dire que le RN a joué intelligemment. Oui, non mais voilà. Mais en fait, c'est-à-dire que pour une fois, les Français sont sentis représentés dans ce qu'ils avaient voté les fois précédentes. Et si ça avait été dans l'autre sens, écoutez, j'espère que ça aurait été joué dans l'autre sens. Mais sinon, ça aurait été encore catastrophique. Mais on est de toute façon dans un jeu de théâtre au final. Mais là, pour une fois, les deux mouvements n'ont rien à voir. Quoi qu'en disent nos amis
au gouvernement qui essaye de Bien tout sûr. remettre les choses en place pour dire c'est de la faute aux autres, c'est pas nous. Nous, ça fait 7 ans qu'on dirige, mais c'est pas de notre faute. Donc au bout d'un moment, Oui. non. En fait, on a des gens qui auraient dû faire acteurs, écrivains médiocres, mais qui auraient jamais dû gouverner le pays. Écrivain, vous êtes gentil. Non, mais c'est vrai que c'est très, Médiocre. très Clémence. fatigant. Oui. Je Allez-y. voudrais rajouter quelque chose. C'est que là, on est en train de parler du président de la République, on a sur tous les médias, tout le monde fait semblant. On est en train de faire comme si on avait quelqu'un de légitime. Ah, j'ai été élu sur le siège de l'Élysée. Faut aller voir la presse internationale. Cet homme est ridicule. Il n'a aucun poids à l'international. J'ai vu un article du Berliner Zeitung, mais qui l'insulte en disant mais qu'est-ce que c'est que ce pitre? C'est-à-dire que on a une situation qui est étonnante. C'est que vous allez sur les plateaux de télé, les médias, dans les journaux, on fait comme si on avait un vrai président. On a un fake président. C'est ça la réalité, c'est du théâtre. Il y a un théâtre dans lequel on est, il faut qu'on en sorte de ce théâtre, et il faut qu'on réalise notre situation. Ce type est grotesque, il est ridicule. Il va en Amérique latine pour le G20, il se jette sur Lula. Lula, il était furieux, il le papouille, il passe son Oui, il temps. le caresse un peu. Non, oui. mais attendez, Trudeau est plus digne. Roxane Desperling en avait fait une Jocelyn chronique chez Trudeau nous. est plus digne que ce type. Non, la France est dirigée par un pitre. Alors, d'ailleurs, Ça, c'est ce que pense la presse internationale et c'est ce que pensent les gouvernements. Personne ne le prend au sérieux. l'article du Monde que vous citiez tout à l'heure, qui a été publié le 1er décembre, où vous parliez des fameuses chaises gaufrées avec ses initiales, enfin avec les initiales de la République française, commandées pour le Conseil des ministres, mais avec lui une couleur spéciale dorée, spéciale pour lui président, etc. Un rappel à la fin aussi que, en arrivant à l'Élysée, il philosophe sur la figure du roi et dit mon peuple pour parler des Français. C'est quand même beau, Emmanuel Macron. C'est beau d'être porté quand même par ce président de la République. Alors, oui. Mais attendez, Clément, ce que je voulais dire, puis Oui. je m'arrête là, c'est que nos médias, tout le système, le Oui. bloc élitaire marche dans cette combine. Sur le reste de la planète, personne. Oui. Personne. Tout à fait, mais c'est un peu l'affaire des BRICS finalement d'une autre façon où nous on ne voit absolument pas ce que le reste du monde voit. Nous, avec nos petits yeux d'Européens ou d'Occidentaux, on a une version du monde et on s'arrête là. Elle est toute petite, tout étriqué, mais c'est pas grave. C'est la même chose en pire en France en fait, en concentré on va dire. Et juste pour revenir sur ouais. ce que disait Madame Macron sur les Français ne méritent pas mon mari. Oui. Et effectivement, je veux dire, je ne pense pas que l'Égypte méritait les 10 plaies d'Égypte non plus. Je veux dire, il y a eu des éborgnés, des mutilés, des morts. Madame Zineb Redouane, Monsieur Chouvia. Donc effectivement, on ne méritait pas ça, je pense. Qu'elle le garde, qu'elle l'emmène et qu'on ne veut plus le voir. Voilà. Qu'elle le mérite toute seule. Qu'elle mérite toute seule, Oui. Voilà. Nous, on n'a pas mérité ça. Alexandre Langlois, tiens, je vous garde un peu sur la fonction publique. Il y a quand même une grève très importante aujourd'hui à l'appel des syndicats qui réunit, c'est intersyndical, hein, CGT, CFDT, UNSA, FSU, CFE, CGC, Solidaire, enfin bref. Donc surtout à Paris et notamment pour lutter contre ce budget qui donc a sauté, qui lui-même avait des mesures de plan de lutte contre l'absentéisme. Les syndicats ont bien signalé qu'ils souhaitaient faire perdurer cette journée de mobilisation. Car il faut faire passer le message, et notamment un des messages, c'était on n'attaque pas ce passage au jour de carence d'1 à 3 jours de carence. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ces arrêts maladie, des fonctionnaires malades, et sur ces jours de carence, si vous voulez bien, parce que c'est un gros sujet, et qu'on peut comprendre dans les deux sens, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Non, on peut pas comprendre. Enfin, moi, je le comprends pas dans un sens. Le Oui. Big Moustache, je suis content qu'il dégage et qu'il aille s'occuper de ses chats et de son mari. Pourquoi ? Parce que du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait deux choses. Il essaye par un biais rhétorique, de faire confondre deux sujets. Oui. Le sujet de l'absentéisme, donc des gens qui sont absents pour des raisons non motivées, donc ça c'est un. Après, il essaye de faire croire qu'il y a les arrêts de maladie de complaisance. Les arrêts de maladie de complaisance, du coup, là c'est de la lutte contre la fraude. Donc c'est mettre en place des contrôles pour vérifier ce Contrôle des médecins. Des contrôles des médecins, etc. Donc du coup, ça c'est un travail qui nécessite du temps, mais qui permet après de faire le tri entre les fraudeurs et les autres. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il criminalise les malades. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont malades, il veut les criminaliser. Ce qui est interdit, c'est du pénal, c'est de la discrimination en raison de l'état de santé. Oui. Donc en fait, c'est de la facilité de chercher de l'argent sur les gens malades.
dans un état où en plus, de toute façon, les gens ne peuvent pas se soigner parce que du coup, il n'y a plus d'hôpital public derrière, c'est compliqué. On passe du temps, des fois, les gens sont sur des brancards, etc. L'autre chose, c'est que cette réforme avait été mise en place à l'époque de la suppression du jour de carence parce que les gens étaient en arrêt maladie quand ils se disaient, moi, ils m'ont pris 3 jours, je m'arrête un mois. Du coup, il y avait des arrêts, effectivement, moins souvent, mais les arrêts étaient très longs en se disant, je rentabilise, entre guillemets, je me paye sur la bête. Résultat des courses, ce qui s'est passé, les arrêts de maladie étaient là, du coup, de courte durée, exactement à ce qu'il y avait besoin. L'autre chose également, c'est que des fois, les gens vont quand même travailler. Moi, ça m'est arrivé quand il y avait les jours de carence. Une fois, j'étais malade comme un chien. J'avais une petite maladie un peu contagieuse. Moi, j'ai dit, j'attends qu'on me donne l'ordre de rentrer chez moi. Parce qu'il est hors de question que je perde une journée de travail parce que je viendrai donc en rampant au travail une journée de salaire. Du coup, là, la fois suivante, si j'avais eu ça, je serais resté à la maison pour me soigner et revenir le lendemain. Parce que du coup, on contamine les gens avec qui on travaille et puis le public avec qui on est en relation. Donc, complètement aberrant. Donc, derrière tout ça, donc discrimination en raison de l'état de santé, criminalisation des malades. Et ce qu'ils avaient fait dans la police, en plus, c'était l'été dernier. Justement, ils avaient dit les arrêts de maladie sont interdits. Tous ceux qui seront malades, ce sera refusé. Ah oui, ça c'est génial. Donc c'était parce que interdit de tomber malade. Exactement, ce sera considéré comme des arrêts de maladie de complaisance pour toute la France, y compris si vous aviez des opérations de prévues longtemps à l'avance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu l'affaire Naël à Marseille, où des policiers s'étaient mis en arrêt maladie entre guillemets, et plutôt que de dire ceux qui ont des arrêts maladie de complaisance, qui détournent le droit de grève, qu'il n'y a pas le droit dans la police, on va lutter contre. Ils avaient dit tout le monde se sera interdit, et donc des policiers qui devaient se faire opérer ou qui avaient des opérations, des choses prévues, on leur a dit c'est non, on vous dit que vous n'êtes pas malade. Donc en fait, on est chez des gens qui sont complètement un raisonnement à l'envers. Et enfin, ça ne fait que conclure la boucle. On disait on n'aime pas, on veut criminaliser les malades, discriminer les gens pour raison de l'état de santé. Je l'ai vécu en tant que du côté police, en tant qu'RG, j'avais encadré une manifestation de médecins qui était devenue, parce qu'en fait les médecins sont contrôlés donc par des administratifs, des gens qui ne peuvent pas vérifier leur travail, qui sont juste des comptables. Oui. Combien vous Comme avez d'habitude les tableaux Excel. Les tableaux Excel, et il y avait un médecin qui avait trop d'arrêts maladie. Oui. On a dit vous par rapport à la moyenne des médecins, vous avez 2 fois plus. Donc du coup, on va vous sanctionner parce que vous donnez des arrêts de maladie de complaisance. Oui. Et en fait, ce qui se passait, c'est que cette personne exerçait dans un désert médical, avait pris la patientèle d'un autre de ses confrères parce que personne voulait reprendre le territoire. Et du coup, mathématiquement, effectivement, elle avait doublé son nombre de patients, donc potentiellement d'arrêt maladie. Mais du coup, comme les gens, c'était des agents comptables du Trésor plutôt que des gens qui s'occupaient avec empathie du soin des gens. Voilà. Donc en fait, je ne peux pas comprendre d'autres positions de se dire lutter contre la fraude, très bien. Les arrêts maladie abusifs, très bien, parce que c'est l'argent public. Oui. Par contre, le jour de carence, je trouve ça scandaleux. D'ailleurs, même les entreprises privées, dans 66% des cas, l'annulent. Enfin, paye le jour de carence pour éviter tous ces désagréments. Je précise que là, donc l'idée, on était déjà à un jour de carence, c'est-à-dire que vous êtes malade, ou vous êtes professeur ou policier, même si vous avez un arrêt maladie, le premier jour n'est pas rémunéré. Et en revanche, après, vous pouvez avoir être en arrêt maladie. Donc voilà. Donc du coup, j'aurais bien aimé qu'il se retrouve en tribunal et que les syndicats de la fonction publique lui collent un procès pour discrimination en raison de l'état de santé. Ça n'a pas été fait, c'est dommage. Mais je suis content qu'il s'en aille parce qu'en fait, il a faussé le problème. Tout ça pour des raisons d'économie budgétaire généralisée, en se trompant de problème, en faisant exprès de se tromper de problème. Et alors moi j'ai eu 2 témoignages, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant, de professeurs qui étaient très très malades, mais vraiment très malades, je les ai vus, qui toussaient. Il y en a une qui après coup on a reconnu qu'elle était très proche de la pneumonie, et les 2 fois les médecins les ont renvoyés chez eux en disant non mais vous n'avez rien, repartez chez vous. Et en fait, et franchement, je les ai vus, puis ce ne sont pas des personnes qui ont tendance à mentir. Donc, il y a peut-être même une tendance. Déjà, il ne faut pas croire que tous les professeurs souhaitent être absents. Eux, en tout cas, souhaitent être vraiment présents, travailler. Et d'ailleurs, ont pris sur eux pendant longtemps avant d'aller voir le médecin. Mais au bout d'un moment, et comme vous le disiez en plus, dans une classe, normalement, on ne va pas quand on est malade, puisque sinon, c'est toute la classe qui tombe malade. Et puis, il faut quand même avoir de l'énergie pour tenir une bande d'enfants, quand même. Mais en plus, il y a ce signal-là, maintenant, de médecins qui, visiblement, à 2 reprises, moi j'ai eu ce témoignage à 2 reprises dans les semaines passées, de médecins qui n'ont pas voulu reconnaître des professeurs qui se sentaient très très mal. Donc je me demande s'il n'y a pas aussi une pression sur le médecin, en plus d'une pression sur les professeurs. Ils ont une pression parce qu'ils sont contrôlés par des administratifs qui contrôlent le nombre d'arrêts maladie qu'ils mettent au nombre de nombres. Donc du coup, s'ils ont déjà atteint leur quota, ils disent, même j'ai vu des médecins qui disent, excusez-moi, ce mois-ci j'ai atteint mon quota d'arrêt maladie, je ne peux pas en donner plus, sinon je vais être contrôlé. Donc je devrais vous arrêter, mais je ne peux pas à cause d'une directive administrative. Donc on en est là également. Donc sur un truc où en fait l'administratif prend le pas sur le reste. Donc on est en train d'avoir une société malade, mais en plus il la rend malade et il complique les choses. Et l'autre chose aussi, je ne sais pas pour toute la fonction publique, je vais parler de la fonction publique police, il y a des médecins statutaires de la police nationale
qui vérifient derrière les arrêts maladie. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, il y a un abus parce qu'eux, ils sont aux ordres de la direction de la police, par exemple. Donc, j'imagine que dans les autres ministères, ça doit être à peu près pareil. Et donc, ils ont comme mission de renvoyer tout le monde sur le terrain le plus vite possible et de casser les choses. Mais du coup, ce qu'il faut savoir, et c'est que les fonctionnaires ne le savent pas forcément, ou même les gens dans le privé, quand ils ont un arrêt qui est contrôlé par la médecine du travail, c'est qu'un médecin ne peut pas aller contre l'avis d'un autre médecin. C'est que chaque médecin est indépendant. Il faut aller devant un juge qui appelle un expert, etc. Et personne ne le fait. Il y a un rapport de force en disant vous allez le faire et on vous menace de plein de choses pour vous empêcher de vous soigner encore une fois de plus par une procédure administrative. On vous dit il y a le médecin de l'administration qui a dit ça, donc du coup on va vous attaquer administrativement derrière. Donc c'est double peine, double sanction. Et je rappelle derrière ça, en plus que c'est des gens qui ont voté tout ça, nos ministres, etc., qui eux viennent travailler quand ils veulent, ils sont payés toujours plein pot, ils ont de compte à rendre à personne, malade ou pas malade. Oui. Ça, c'est certain, évidemment. Alors, attendez, Régis, je vous donne la parole, mais juste avant, on me dit qu'on est extrêmement nombreux. On a battu France 24, on a battu encore des records, donc félicitations, bravo à vous tous, chers amis, et merci d'avoir continué de prévenir vos collègues pour qu'on soit toujours plus nombreux sur Toxin le matin, sans journée de carence, évidemment. On est 8800 en instantané, uniquement sur YouTube. Je ne parle que de YouTube, on a d'autres plateformes, si on cumulait tout, je pense qu'on serait largement au-dessus, voire doubler ce nombre-là. Merci infiniment à vous. En revanche, au manque de likes, on n'a vraiment pas du tout de likes, pas du tout de pouces, pas du tout de cœur sous cette vidéo. Donc là, vraiment, il faut se mettre au travail sur les likes. Je compte sur vous et je vous donne la parole, Régis de Castelnau. Alors, merci à Alexandre de cette démonstration qui montre bien le fonctionnement de la bureaucratie et le fonctionnement administratif. Alors, je ne vais pas dire que ça, c'est la conséquence de la mentalité managériale. Hein, c'est managérial la gestion de l'État sur les conseils des cabinets de conseil extérieurs à qui on a donné 43 milliards d'euros, ce qui est absolument hallucinant. Alors, ce que je voudrais dire concernant la situation de la France, le chaos, on y est déjà depuis un moment. Rappelons-nous, dès 2019, après l'arrivée 2018, pardon. Après l'arrivée d'Emmanuel Macron, l'année d'après, on a eu le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, il a été réprimé comme on sait. Oui. C'est-à-dire que ça a calmé les gens. Je comprends aujourd'hui qu'il soit difficile de se mobiliser et que les mouvements sociaux soient de ce point de vue-là bridés. Surtout qu'on a recommencé au moment des luttes contre la loi sur les retraites. On a eu le Covid, c'est-à-dire qu'on a un système qui vit par les atteintes aux libertés. C'est impressionnant à ce niveau-là. Jusqu'à présent, on faisait semblant peut-être, mais il y avait une forme de fonctionnement des institutions bricolées. Madame Borne, elle n'a jamais été renversée, elle aurait dû l'être. Elle n'avait pas de majorité, je rappelle. Mais grâce à Emmanuel Macron, avec sa prise de décision de dissoudre, on a basculé cette fois-ci, c'est la nouveauté, dans le chaos institutionnel. Mais je rappelle, quand on vient dire une dissolution inutile, mais pardon, il y avait un résultat des élections européennes qui disait bien que le parti macroniste était à 14 ou 15%, que le président de la République était complètement isolé au plan politique. Le fait parce que venir dire il n'aurait jamais dû dissoudre, mais enfin attendez, on a une photographie de l'opinion publique que nous donne en grand. On a des élections générales qui nous disent le pouvoir est totalement minoritaire. Donc, je ne dis pas que c'est pour cette raison-là qu'il a fait cette dissolution. Il l'a fait pour satisfaire son ego, son narcissisme. Il l'a fait pour dire, voilà, vous allez voir, c'est moi le patron, je vais être validé. Or, ça a provoqué effectivement une catastrophe politique. Mais dès le résultat des élections européennes, on savait l'ampleur de la catastrophe. Et là, il n'y a aucune sécurité qui a joué. Hein, cette dissolution qui a été menée, y compris, faut voir la période, faut voir le personnel politique. Moi, je considère que la vraie énorme faute politique, j'allais dire crime, faut pas exagérer, c'est le Front républicain.
c'est le Front républicain. Moi, je veux dire que j'étais pas partisan que Bardella soit Premier ministre, c'était pas ça la question. Mais les couches populaires se sont mobilisées. Je rappelle qu'aux législatives, au premier tour, ils font entre 30 et 30. Alors, après, on ergote sur les chiffres. Allez, mettons-les à 33, 34. Et au deuxième tour, ils ont 3 fois plus de voix qu'en 2022. Et au deuxième tour, ces électeurs-là reviennent. C'est-à-dire que c'est une confirmation. Or, on met en place une opération bidon. On prétend qu'on va avoir un risque de nazisme au gouvernement et on fausse le résultat des élections. On le fausse. Bon, ça aurait moins purgé cette question. On aurait vu ce que le Rassemblement national aurait donné. Il aurait dû passer des alliances. Je ne crois pas qu'il aurait pu avoir la majorité absolue, etc. Hein, mais non, là, on ne sait pas. On ne sait pas. On a une situation dont là, depuis tout à l'heure, on essaye de se dire comment peut-on en sortir. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez un petit espoir caché, quelque chose, un scénario qui pourrait se réaliser et que vous souhaitez grandement? Je commence par vous, Alexandre Langlois. Moi, un scénario qui ne pourra pas se réaliser, je ne pense pas, parce que ça remettrait l'ego de tous nos politiques en jeu, mais c'est qu'on les dégage tous, en fait, qui démissionnent tous à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat et Macron. Loin, je veux dire qu'ils s'en aillent et qu'on remette les choses à plat. Parce qu'en fait, la Ve République, en fait, Macron a réussi un exploit, c'est de la remettre au niveau de la 4e, au niveau de l'instabilité. C'est-à-dire que c'est quand même... Je veux dire, c'était une machine très bien rodée à l'époque, ils l'ont détricoté au fur et à mesure des années, et aujourd'hui, il arrive à la remettre plus bas de terre que la 4e République au niveau de l'instabilité, je veux dire. Donc ça, c'est un exploit. Donc à partir de là, moi, mon seul espoir qu'il y a, c'est qu'on dégage tout le monde et qu'on construise quelque chose d'un peu logique où on accepte de ne pas voter pour des blocs idéologiques monolithiques, c'est-à-dire que lui et ça, je ne lui parle pas à lui parce qu'il a telle étiquette, mais qu'on arrive à discuter sur point par point. On dit ça, ce point-là, on est d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on est d'accord sur le point numéro 1 de tel parti qu'on est d'accord jusqu'au point 300 et qu'on nous impose les 300 points. Donc du coup, d'avoir ça et qu'on arrête de mettre des narcissiques au pouvoir, voilà. Et puis après, bon... ça, c'est quand même les Français qui l'ont fait, à un moment donné. Qui l'ont fait, non, c'est justement le système de la 5e qui dit on va vous présenter des candidats validés par le système. Ce que je rappelle que les candidats pour se présenter à la présidence de la République, je l'ai vécu, mais en dehors de ça, j'ai refait l'histoire en fait de ça. C'est qu'au début, il fallait 100 signatures. Au fur et à mesure, après, c'est passé à 500 parce qu'il fallait verrouiller. Après, c'est passé à 500, mais il fallait dire qui votait quoi. Après, il y avait le temps d'antenne qui était des candidats qui étaient basés sur l'égalité. C'est passé à l'équité. Et avec une petite phrase qui m'avait marqué à l'époque, De Gaulle avait dit « Je ne prendrai pas le même temps de parole que les autres parce que je suis le président ». Je me suis quand même gonflé parce que j'avais un raisonnement macronien à l'époque avec Macron. Non, il avait dit « Moi, les gens savent ce que je fais. Je prendrai 30 minutes, je laisse les opposants s'expliquer. » Alors que Macron, il lui a fait la loi inverse. Il a dit « Plus on est fort dans les sondages, donc les sondages qui sont faits par les amis du système, plus on a le droit de temps de parole. » Donc en fait, tout a été bidonné au fur et à mesure. Donc non, les gens ont le droit de voter pour ce que le système a dit. Tous ceux qui se sont présentés sont copains, se connaissent, ils jouent une pièce de théâtre et s'ils sont là, c'est qu'ils ont une utilité pour le système. Donc non, les Français ont voté pour ce que le système leur a permis. Il faut faire sauter les parrainages, ça c'est vraiment un verrou pas possible. Il faut tout réécrire. Voilà, je vous repartir à plat. Oui, mais qui va accepter de faire sauter les parrainages dans les gens qui sont déjà au pouvoir? Parce qu'il faut forcément que ce soit quelqu'un au pouvoir, c'est ça le problème. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que pour le moment, ils ont toujours un point faible, c'est l'élection présidentielle. Ou s'il y a un président vraiment honnête qui pète tout, il est le seul qui aura le pouvoir, parce que déjà, c'est plus facile à faire, à 500 ou 60, voilà. Et l'autre chose, c'est qu'à un moment, le peuple est capable de se réveiller. En France, on a une habitude de pression sur les gouvernements si on descend tous dans la rue. Peut-être qu'il va falloir aller les chercher à la demande d'Emmanuel Macron, ce ne sera pas de notre fête, et de toutes ces choses-là. Donc, en fait, moi, le seul espoir que j'ai, si on veut que ça tourne, mais j'ai pas avec l'équipe de guignols qu'on a, que ça va marcher, quelle que soit leur étiquette et leur bord. Mais vous êtes dur. Je suis dur, mais je revois encore Monsieur Wauquiez qui vient donner des leçons de morale en disant voilà, vous serez jugés, messieurs les électeurs de machin. Bon voilà, lui déjà qui rembourse les repas qu'il doit, qui passe en justice pour ce qu'il a volé en détournement à 1000 balles le repas. Je vois même pas comment on peut dépenser autant d'argent pour un repas par tête. Donc voilà. Donc non, voilà. Donc remettre tout à plat, mais sans l'équipe de bras cassés qu'on a. Et je ne voudrais pas insulter Monsieur Cazeneuve qui avait mis un procès pour ça quand il était Premier ministre à quelqu'un qui a été condamné à de la prison avec sursis quand même pour avoir dit ça. Le petit espoir finalement quand on regarde un peu à l'international, et Régis, je vous donne la parole évidemment, c'est peut-être, puisque vous dites que ça va venir parler au président de la République, mais il faudrait un président. Ou la rue. Mais justement, cumulons les deux. Et voyons ce qui s'est passé avec Trump.
c'est encore une fois sous le radar entre guillemets du mainstream qui ne voulait pas voir ça, ni les sondages, ni les journaux n'en parlaient, mais en fait on a vu la vague qu'a porté Donald Trump et qui dépasse largement une vague purement républicaine. Et on a eu une petite répétition, mais quand même, avec ce premier tour du candidat roumain à la présidence de la République, qui est sorti de nulle part, comme on dit. C'est-à-dire sorti de TikTok, etc., sorti des réseaux sociaux, sorti des plateformes qui étaient pas repérées, on va dire, par les grands médias et par les grands politiques. Donc finalement, on pourrait peut-être avoir une surprise comme celle-ci, c'est-à-dire une surprise passée sous le radar. En tout cas, il faudrait que les élus locaux, les petits maires, je veux dire, qui subissent tout ce qui se passe, prennent leurs responsabilités. Parce que je rappelle que si tous les parrainages sont distribués pour la présidentielle, ça fait 60 candidats. Hein. Donc on peut aller jusqu'à 60 candidats si tout le monde donne ses 500 parrainages. Mais du coup, il faudrait un courage politique local, ce qui fait qu'en France, pour éviter que ça arrive, tout a été verrouillé au fur et à mesure. Le mot de la fin pour Régis de Castelnau. Et l'espoir de la fin. Vous avez vu quel est le prénom de Georgescu? Il s'appelle Calin. Caline, oui. Caline, ou je ne sais pas comment on prononce Caline. Non, je ne sais pas, je dis Caline, mais ça me fait penser à Cacaline, Cacaya, moi. Et je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un bouquin de Robert Kennedy qui a été traduit en roumain et qui paraît là, c'est un hasard d'ailleurs, et il en a fait la préface. Alors, Kennedy arrive avec Tucker Carlson pour une grande interview avec le câlin. Bon, alors, je croyais que c'était les Russes qui l'avaient fait sortir du bois. Il est à 20 et quelques %. Non, ce sont les Américains. Non, moi, concernant la situation dans laquelle on est, j'ai ressorti le livre de Sioran qui s'appelle Précis de décomposition. Enfin, c'est une provocation que je fais là. Le niveau de décomposition est tel que je pense que l'élection présidentielle anticipée serait une voie qui permettrait peut-être de trouver quelques solutions. Mais je pense que la situation... je prends mes responsabilités en le disant, je pense qu'elle est révolutionnaire. Les Français, ils sont comme ça. La réforme, c'est une chose, mais on préfère les réajustements brusques. Lénine disait, la révolution, c'est quand la base ne veut plus et que le sommet ne peut plus. Oui. Là, moi, je considère que les conditions sont réunies. Alors après, c'est l'aventure, mais alors je me demande tout le temps comment font les Français pour supporter une chose pareille depuis le temps. Vont-ils continuer à le faire? Je ne sais pas, mais je crois que c'est là la clé. Pour vous, donc, pas de réformette, pas de réforme, mais vous pensez qu'on arrive vers un schéma plutôt révolutionnaire? Attendez, ce que propose Alexandre, c'est pareil. Il dit on vire tout le monde, on fait une purge. Il a dit plus. Oui, c'est ça. Mais moi, tu vois, sinon, si je devais prendre un mot de joie, comme les Spartiates, ils jugeaient leurs magistrats au bout de leur mandat. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Oui. Bon, merci beaucoup à tous les deux. On va suivre cette révolution. En tout cas, nous, ici, en direct sur Toxin, chers amis, merci infiniment à vous.